Vu d'ici, cela pourrait passer pour de la provocation, mais comme beaucoup de Japonais, c'est par un manga sur Marie-Antoinette que Takashi Murakami a découvert l'existence du château de Versailles, où le voici à 47 ans, star de l'art contemporain venu exposer des œuvres tout droit sorties du pays de Kandy. Murakami, c'est un artiste qui a une société qui s'appelle Kakaikiki. Et qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est un terme qui vient du XVIe siècle au Japon, et ça signifie en fait grotesque raffiné. Donc c'est ce paradoxe entre des images qui ont l'air très faciles, une sorte de Disneyland japonais, et quelque chose qui est très proche d'une culture très artisanale, très exigeante. C'est pour ça que c'est marrant dans Versailles, parce que Versailles c'est aussi le spectaculaire et le raffinement. Marrante pour les uns, l'exposition est un véritable crime de lèse-majesté pour les autres, comme le collectif Versailles Mon Amour, réuni le jour de l'ouverture devant les grilles du château. Les millions de personnes qui viennent au château ne viennent pas pour voir Murakami, ils viennent pour voir le château. Ils peuvent voir les deux. On ne doit pas les obliger à voir les deux, parce que je vous signale que là, on les oblige à voir quelque chose. Et on leur dit c'est beau parce que c'est très cher. Et c'est assez honteux, parce que c'est pas parce que quelque chose est très cher que c'est très beau. Je vibre devant la Joconde, je vibre devant l'Assomption ou la Pietà de Michel-Ange, mais je ne vivre pas devant les œuvres du Murakami dans la mesure où elles n'expriment rien, mis à part des dessins qu'un enfant de 5 ans arriverait autant à faire. Ce que je trouve regrettable, c'est de prendre comme support une très jolie maison royale. C'est dommage. Certes, ce n'est pas la révolution, loin de là, mais sur Internet, les pétitions circulent, les royalistes du collectif Défense de Versailles allant même jusqu'à demander au tribunal son interdiction. En invitant Murakami à Versailles, je ne fais que m'inscrire dans la ligne de ce qu'a fait André Malraux quand il a commandé, par exemple, à Marc Chagall un plafond pour l'Opéra de Paris, ou quand Jack Lang a commandé à Daniel Buren une installation pour la cour du Palais Royal. Sauf que justement, Buren avait aussi fait scandale en son temps, tout comme Jeff Koons, invité à Versailles 2 ans avant Murakami. Murakami qui a quand même pris le soin de ne pas montrer ses œuvres les plus provocantes, comme Milk ou My Lonesome Cowboy. C'est pas un cercueil, un patrimoine, c'est quelque chose qui est vivant. Dans Versailles, dans ce qu'on appelle le château de Versailles, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs successions de couches d'intervention d'artistes. Louis XIV, qui était à l'affût de toutes les innovations de la création de son temps, qui était curieux de tout ce qui se faisait dans l'Europe tout entière. Je crois qu'il serait très sensible à des démarches de ce type, justement parce qu'elles sont pertinentes et parce qu'elles sont avant tout joyeuses. Et d'ailleurs, comme il passait par là, nous lui avons posé la question. Louis XIV, qu'est-ce que vous pensez de cet artiste contemporain japonais qui s'expose dans votre galerie des glaces? J'aime bien, franchement j'aime bien. Philippe Tesson, Laurent Brunner, bonsoir. Vous venez de voir le sujet de Céline Joly, un reportage à propos de la polémique suscitée par l'exposition de l'artiste japonais Takashi Murakami à Versailles. Bon, une exposition considérée comme sacrilège dans un lieu considéré, lui, comme sacré. Voilà, une polémique qui nous fait nous demander, est-ce que l'exposition Murakami à Versailles est choquante? Alors j'ai souhaité en parler avec vous, messieurs, avec vous, Laurent Brunner. Vous êtes l'organisateur, vous êtes depuis 2007 directeur de Château de Versailles Spectacle, et vous êtes le producteur de l'exposition Takashi Murakami, et vous êtes en charge de tous les concerts et spectacles présentés à Versailles. C'est ça? C'est tout à fait ça. En gros. Alors je vous pose la question, est-ce qu'elle est choquante cette exposition, et surtout est-ce qu'elle n'aurait pas été faite pour choquer justement? Non, elle n'a pas été faite pour choquer, loin de là, et peut-être certains peuvent-ils la considérer comme choquante, mais elle est surtout réjouissante, enthousiasmante, et pour l'instant c'est la vraie réaction du public. Voilà. Alors Philippe Tesson va pas forcément être d'accord avec vous, journaliste aujourd'hui au Figaro Magazine et à sa balance à Paris, l'émission culturelle de Paris Première. Également directeur général des éditions L'Avant-Scène Théâtre. Alors vous, déjà, en 2008, vous étiez opposé à l'exposition Jeff Koons. Vous étiez demandé si vraiment c'était fait pour Versailles et si Versailles n'était pas un lieu de mémoire plutôt qu'un lieu d'exposition. Alors vous la trouvez choquante, cette exposition Murakami? Oui, profondément choquante. Il y a d'ailleurs une continuité dans mon point de vue, puisque oui. je mets la même vigueur dans ma dénonciation de Murakami que dans ma dénonciation de Jeff Koons. Oui.
il ne s'agit pas de sacrilège. Je ne considère pas Versailles comme un lieu sacré, absolument pas. Je ne mets pas la religion, ni le divin, ni la transcendance là-dedans. Non, mais le sacré un peu. Simplement, Versailles est pour moi un lieu historique très très particulier, un symbole de pouvoir qui doit rester très intègre dans cette fonction, un lieu de mémoire, un lieu d'histoire. Et vraiment, l'art contemporain n'y a absolument pas sa place, ça n'est ni légitime, ni cohérent. Et j'insiste sur ces... Bon, mais ben voilà, les choses au moins sont claires. Mais est-ce qu'à travers cette polémique, on n'est pas dans la énième version du débat classique contre moderne, réactionnaire, contre progressiste? Je ne fais pas de geste, hein, vous avez remarqué. Ou gauche-droite? Parce que Philippe Tesson, est-ce que vous vous sentez pas mal à l'aise en fait? Parce que les associations qui sont contre cette exposition sont soit royalistes, soit d'extrême droite. Je me sens absolument pas à l'aise dans cette histoire. Je suis totalement étranger à ce vocabulaire, à cette différenciation. Certes, l'extrême droite est... je ne dis pas qu'elle épouse le raisonnement. Il y a des nuances, c'est tout à fait différent. Mais je me sens étranger à ça. Ça veut dire, je ne dis pas, par exemple, je n'accuse pas Ayagon, Jean-Jacques Ayagon, le président de Versailles, d'être de gauche. Non, c'est tout à fait autre chose. Moi, c'est d'un point de vue historique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue artistique, qui guide ma position sur Laurent Brunner, là, parce que ce qui est important, c'est montrer en quoi, vous, c'est votre sentiment, ce qui se passe à Versailles actuellement, est en continuité avec ce qui s'est toujours passé à Versailles. Vous disiez les anciens et les modernes. Je ne crois pas que ce soit toujours la bonne querelle, mais il y a une autre querelle. C'est Philippe Tesson qu'il faut convaincre, ça va pas être qu'on a toujours eu, quelque part. C'est celle de la légitimité, vous dites ce mot, et ça n'est pas celle du roi. Versailles, c'est le lieu pensé par Louis XIV, puis reconstruit par d'autres, Louis XV, Louis XVI, Louis Philippe, pour être pas seulement le château, le palais du pouvoir, mais depuis maintenant plus d'un siècle et demi, le musée. Le musée où on trouve à la fois la chambre de Louis XIV, la galerie des glaces où il a vécu, la chambre de Marie-Antoinette, qui est quand même un siècle plus tard, et les salles consacrées à l'Empire, avec le sacre de Napoléon. On voit bien qu'on balaye l'histoire de France. Et tout autour de cela, il y a des artistes qui travaillent et qui créent des œuvres nouvelles, littéralement une forme d'avant-garde. Lully qui crée un mouvement tout à fait nouveau sur l'opéra français. Molière que le roi lui-même protège pour Tartuffe contre les dévots. Donc on est bien dans le lieu de la création artistique jusqu'à Delacroix ou Vernet. Il y a eu des installations, des fêtes à Versailles, il y a eu des installations. Alors oui, c'est pas, pas un catafalque. C'est pas le tombeau de l'empereur aux Invalides, c'est le palais des fêtes de Versailles. Bon, vraiment, je ne suis d'accord absolument. L'ouverture d'abord, si vous voulez. L'ouverture que vous venez d'invoquer, vous citez Marie-Antoinette, etc. Elle s'inscrit à la fois sur le plan historique et sur le plan artistique, j'insiste là-dessus, dans une cohérence, dans une filiation, dans une tradition, dans une fidélité à ce qu'on pourrait appeler l'art classique. Dans les 2 siècles qui ont suivi Louis XIV, il y a une filiation, il y a une cohérence dans le renouvellement des expositions et des installations de Versailles. Laurent Brunner, vous pouvez expliquer à Philippe Tesson en quoi Murakami résonne dans Versailles? Il y a cette histoire bien qu'on a vue dans le sujet de ce manga, de ce dessin animé qui a fait connaître Versailles au Japon peut-être plus que beaucoup d'expositions et que ça n'est pas si artificiel que cela puisse paraître, la présence de Murakami à Versailles. Je crois qu'à l'origine de la présence de Murakami à Versailles, il y a un grand artiste qui expose dans un lieu d'exception. Les deux se rencontrent. Certes, le manga joue un rôle là-dedans, mais c'est plus dans la connaissance qu'a eu Murakami à l'origine de Versailles, comme sans doute une majorité de Japonais, qui passe par le biais d'un feuilleton à la télé, et puis ensuite par son intérêt pour cet art d'exceptionnel détail, celui de l'ornementation, qui fait que Versailles est un palais qui sort de l'ordinaire du point de vue de ses décors. Et le travail de Murakami aujourd'hui, c'est de réaliser des sculptures au Japon, qui sont faites manuellement par les maîtres qui réalisent tous les Bouddhas des temples. On est dans un art de la perfection, dans la qualité du produit, mais également dans la qualité synthétique, presque symbolique, de l'ensemble de ce qu'il veut exprimer. Vous n'êtes pas sensible à ça, Philippe Tesson, il semblerait. Je suis absolument pas d'accord. Le sens n'est absolument pas le même. Il n'y a aucun dialogue possible, puisque Ayagon et vous-même, vous invoquez le dialogue comme argument fondateur de cette entreprise j'allais dire de juxtaposition, mais c'est pas ce que vous dites. Vous dites de complicité et même d'affinité. Il n'y a rien de commun. Enfin, franchement, écoutez, arrêtons. Soyons sérieux, nous sommes entre nous. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le bouddhisme tibétain et le Kaikai-Kiki Attention, ce ne sont pas des Bouddhas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la question. Il y a un Bouddha.
Ah non, il s'appelle Oval Bouddha. Oui, il s'appelle Oval Bouddha. Mais c'est une tête sur un corps de Mais aussi, bronze. Philippe Tesson, il y a aussi une armure de samouraï à Versailles depuis toujours. Oui, d'accord, mais enfin, il y a dans la vie comme ça des objets communs qui ont traversé les siècles. Oui. Ça ne veut pas dire que ça ait un sens. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la culture manga et la culture du gentil, la culture du mignon, la culture du mignard que revendique Murakami, et la culture de la grandeur qui est quand même le principe fondateur du siècle de Louis XIV et des 2 siècles qui ont suivi. Rien de commun. On a le gentil et on a le noble. Enfin, franchement... Mais il n'y a pas aussi simple vision que cela de Versailles. Je crois qu'une partie de ce que Marie-Antoinette a fait réaliser et les décors dans sa chambre sont sans doute aussi quelque part avec tout un style rococo et le style de la fin du des chinoiseries, il y a eu l'égyptomanie déjà. Par ailleurs, le cabinet du roi, c'est avant tout un cabinet de curiosité. C'est cet apport extraordinaire de toutes les nations qui ont fait des cadeaux, les cadeaux des empereurs. Mais vous savez que le malentendu est essentiel. Tout cela fait des œuvres qui ne sont pas celles de Versailles. Entre vous et Murakami, il n'en demande pas tant, Murakami. Mais si, je crois qu'il est très heureux d'être là. Il dit, je fais Alice au pays des merveilles, je veux enchanter les enfants. Et vous dites, mais vous comprenez, ou vous ne comprenez pas Murakami, ou vous ne comprenez pas le siècle de Louis XIV. Si, non, je comprends très bien. Je pense que Murakami essaye de nous faire passer ce château en stéréo. Soudain, cet ovale Bouddha qui est dehors, qui fait 8 mètres de haut, qui pèse 8 tonnes, en bronze doré à la feuille, il resplendit sur les façades de Louis XIV. Et ça, c'est important. Soudain, il fait une distance. Il recrée le regard. Pour évoquer un point, peut-être que c'est un point qui vous intéresse, c'est l'argent derrière tout ça. Parce qu'il y a eu aussi, dans cette polémique, une dimension, à savoir que ces collections sont des collections privées, qu'on a des petits cartels qui indiquent que, par exemple, des œuvres peuvent appartenir à M. François Pinault et que M. Ayagon a été à un moment responsable des collections de M. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne, ça? Profondément. Et vous découvrez, d'ailleurs, vous faites l'avocat du diable. Ah non, mais je me fais l'avocat de personne. Enfin, j'espère. Je vous donne un élément. Vous découvrez que le principe fondateur de l'art contemporain, dans ses déclinaisons, en tout cas telles que celle de Versailles, c'est l'argent. Bien sûr qu'il s'agit. D'ailleurs, à peine Ayagon s'en cache-t-il, puisqu'il dit je fais ça, c'est pour qu'il y ait 500 000 visiteurs de plus à Versailles, à 15 € l'entrée, ça me fait, etc. Ça fait de l'argent. C'est facile de parler d'argent, mais ça serait trop facile de dire l'art contemporain c'est de l'argent, mais quand Léonard de Vinci est invité par François Ier, il n'y a pas d'argent là-dedans. Quand on fait construire les plus beaux palais par les plus grands architectes pendant 10 siècles, ce n'est pas une question d'argent. Non, mais vous rêvez. Vous avez déjà vu un trésor dans une tombe de pauvres? L'argent n'a absolument pas le même sens dans un cas et dans l'autre. Certes, pas du tout le même sens. Lorsque François Ier, la pauvreté est bien plus flagrante dans l'Europe de Louis XIV que dans celle d'aujourd'hui. Lorsque François Ier finance Léonard de Vinci, lorsque Louis XIV finance Mansart, et le nôtre et le vôtre, c'est pour la grandeur du royaume. C'est de sa cour. Non, la grandeur du roi. La grandeur du roi. La grandeur de l'histoire. La grandeur du roi. C'est pas pour l'édification des peuples tout de même. La nation n'existait pas. Vous savez, le roi était l'État. La nation n'existait pas. Les cas de figure ne sont pas comparables. Enfin, Louis XIV ne faisait pas ça pour gagner de l'argent ou pour développer le commerce, la finance et l'industrie française. Mais nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent, mais pour développer le commerce et l'industrie de la finance française. Et la déclinaison série des œuvres de Murakami, la pluche, le porte-clés, le t-shirt et tout le reste, est-ce que c'est des graves... Bon, alors, juste sur ce point, le marché de l'art, parce qu'il est bien évident que quand une exposition comme ça a lieu, la cote de l'artiste renchérit. Est-ce qu'il y a difficulté ou pas à organiser des expositions qui vont renchérir des collections privées? Je crois que là, c'est là encore une question très facieuse parce qu'un autre artiste, et y compris un artiste décédé, va toujours bénéficier par une grande exposition dans un lieu aussi prestigieux que Versailles d'une surhausse de ses cotes. Quand on a fait récemment une exposition sur Louis XIV, une grande partie du mobilier qui exporté à une autre époque est enfin revenu à Versailles pour l'exposition, dans des collections privées étrangères, soudain s'est vu absolument revalorisé. Et ce serait la même chose, je pense, pour une grande partie des peintres moins connus aujourd'hui du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui, ayant bénéficié de monographies et de grandes expositions, se sont soudain retrouvés dans une orbe médiatique et donc de collection. Mon problème à moi-même n'est absolument pas l'argent. Il y a des financiers, il y a des marchands qui sans doute profitent de l'aubaine, n'est-ce pas? Mon problème n'est pas celui-là. Mon problème, c'est celui je l'ai écrit dans un article. La formule, je la reprends parce qu'elle est brève. Et ça, Ayagon nous fait prendre. Ça, je le crois profondément.
la vessie de la mode pour la lanterne de la culture. C'est ça que je ne supporte pas. Il fait croire à des gogos. Il n'y a que le temps qui va trancher peut-être. Il fait croire à des gogos. Il fait croire. Mais nos visiteurs ne sont pas des gogos. Le visiteur de Versailles, il n'a pas le droit d'être traité de gogo. Je le dis. Ah bah non, c'est pas des gogos, excusez-moi. Je dis, bien sûr que si. Ah bah non, c'est vous qui le considérez comme tel. Puisqu'ils se font prendre au piège. C'est votre avis. Ils se font prendre au piège que leur temps à Yagon. Il n'y a pas de piège. On leur permet de voir d'autres œuvres dans Versailles que simplement celles qui sont venues chercher. Mais c'est de l'art. Vous avez le droit de porter un jugement. Non, c'est de l'art décoratif. C'est de l'art mais Versailles aussi, c'est beaucoup d'art décoratif. C'est un château vivant avec des spectateurs qui visitent non pas seulement le château de Versailles, mais des centaines de musées dans le monde entier. Et eux ne font pas comme vous cette ségrégation entre une forme d'art et une autre. Au contraire, depuis les années 50, la France a essayé, c'était ce modèle que nous essayons de déterminer. J'aime votre ferveur. Il va bientôt falloir conclure, messieurs. Les arts dialoguent. Voulez-vous m'expliquer qu'en matière de musique, vous ne présentiez que de la baroque, ou vous présentez du Lully? Mais non, on présente aussi M et Vanessa Paradis. Et c'est ça qui est génial. Vous n'êtes pas au courant du programme. La vie, elle continue. Louis XIV. Laurent Brunner va vous envoyer le programme de Versailles. M et Vanessa Paradis. Non, mais Louis XIV. Oui, Vanessa Paradis, c'était Vanessa d'ailleurs. C'était oui. Bon, alors messieurs, sans vous demander une conclusion, parce qu'il n'y en a pas à tout ça, je vais rappeler l'exposition antérieure. James Koons, Versailles. Il y a eu Veillant entre les deux. Et je vais vous conseiller la lecture à tous les deux d'un livre que vous connaissez peut-être, d'Adrien Goetz, Intrigue à Versailles. Une merveille. Très joli livre. Ouais, un très joli livre. Je présume qu'il est d'accord avec moi sur la cohérence et l'illégitimité de l'expérience. Voilà, alors simplement. Vous parlez d'Adrien, mais pas de moi. En tout cas, vous avez donné envie à tout le monde d'aller à Versailles. Ayago a gagné. Voilà. Ayago a gagné et l'art a perdu. Une fois de plus. Non, mais ça ne sera pas la conclusion. Un grand moment dans un palais qui lui-même a déjà vécu de grandes années. En tout cas, messieurs, merci beaucoup.